Bonjour à tous, donc, je suis Mélanie Nascimento, je suis infirmière anesthésiste. Je suis actuellement référente d'unité de soins au centre de traitement des brûlés à l'hôpital militaire Percy. J'ai passé ces 4 dernières années en antenne chirurgicale aéroportée. Et donc, dans le cadre de la session thématique L'infirmier hors des murs, je vais vous présenter les évacuations médicales de militaires en état critique. Je vais vous parler de la terminologie, du défi de la doctrine et de la chaîne médicale, des différents types de MEDEVAC, des spécificités de ces MEDEVAC et des compétences et formations qui sont attendues des infirmiers. Dans un premier temps, souvent on a l'occasion de parler d'évacuation sanitaire. Il est vrai que dans un contexte militaire, l'auteur nous demande de parler d'évacuation médicale ou medical evacuation qui correspond au nom MEDEVAC. C'est le transfert d'un patient sur prescription médicale. Le job, c'est quoi? Le défi, c'est que dans les blessés au combat, vous avez ceux qui meurent directement sur le terrain. Ok, ceux-là, vous ne pouvez rien faire pour eux. Ensuite, vous avez ceux qui décèdent dans les transports, c'est-à-dire du point de contact jusqu'au premier chirurgien qui va voir en antenne chirurgicale aéroportée, ou dans l'hélico, ou dans l'avion. Dans ces patients-là, qui correspondent à 9,8%, le but, c'est de réduire de 50% la létalité des blessures au combat. Parce que ça, ce sont des décès évitables sur lesquels l'équipe médicale et paramédicale peut avoir une action. On a 3 cibles, les hémorragies, les obstructions des voies aériennes supérieures et le pneumothorax compressif, principalement. Et du coup, on a 3 phases d'action pour l'infirmier qui correspondent aux soins qui sont sous le feu, c'est-à-dire directement avec le combattant, des soins à l'avant et des soins pendant l'évacuation. La doctrine du SSA, ou en tout cas l'enseignement du SSA, correspond à la suivante. D'une part, vous avez la médicalisation avec le sauvetage au combat et la réanimation de l'avant avec une mise en condition du patient. Dans un deuxième temps, vous avez la réanimation et chirurgicalisation avec ce qu'on appelle le damage control dont vous avez entendu parler en long, en large et en travers, et le damage control resuscitation qui correspond à la réanimation complémentaire. Et dans une dernière partie, vous avez l'évacuation médicale stratégique qui permet de faire des chirurgies spécialisées, de la réanimation, des soins médicaux conventionnels et de la réadaptation, réhabilitation et réinsertion. Et ça correspond à quand le blessé, on l'envoie en France. En image, c'est un petit peu plus clair. Ça correspond à quoi? L'infirmier peut travailler soit en rôle 1, rôle 2, rôle 3. La première strate, le rôle 1, l'infirmier va assurer la survie du blessé. Donc il est en zone de contact. Donc c'est ce qu'on appelle des évacuations qui sont tactiques. Soit elles se font dans un véhicule de l'avant blindé, donc en gros dans un camion, quoi. Soit elles se font par voie héliportée pour pouvoir déjà emmener le patient sur les urgences de théâtre. Donc notamment ce qu'on appelle les antennes chirurgicales, que vous pouvez voir en vert clair ici sur l'image, qui est le premier maillon chirurgical que peut rencontrer le blessé sur le terrain. Cette équipe, elle est composée d'un médecin anesthésiste réanimateur, un chirurgien orthopédiste, un chirurgien viscéraliste, 2 IAD, un IBOD, 2 infirmiers calibrés en réanimation et urgence principalement, et 3 aides-soignants. Ensuite, il faut avoir un groupement médico-chirurgical, si le théâtre le permet. C'est le cas notamment, par exemple, comme au Tchad. Le Tchad, c'est suffisamment grand, on y est depuis 30 ans. En termes de gestion de patients, on voit 100 patients par jour. Et en termes d'intervention, on fait 350 interventions à peu près en 3 mois. Et ensuite, vous avez le rôle 3 qui correspond à ce qu'on a vu un petit peu plus en Afghanistan avec HMC, donc comme Akaya, qui sont vraiment des hôpitaux quasiment conventionnels. On a déjà des scanners 16 barrettes, enfin, ça fonctionne un petit peu comme à la maison. Et on est dans du dur, contrairement à l'antenne chirurgicale où on fonctionne sous tente. Et ensuite, vous avez l'évacuation médicalisée vers la France pour arriver au rôle 4. Le rôle 4, c'est donc la métropole. La première difficulté actuellement, notamment, c'est la tyrannie des distances. Qu'est-ce que c'est? C'est que clairement, là, on est sur la bande sahélo-saharienne, on a 4500 km de long, qu'on n'a pas des hôpitaux partout. Donc quand vous avez un blessé qui se situe, par exemple, je pense à Madama au Niger, au nord du Niger, et que votre scanner, le seul scanner que vous avez, il est soit à Gao, soit au Tchad, c'est un petit peu compliqué. Donc l'idée, c'est quoi? C'est qu'il faut réanimer ce blessé jusqu'à ce qu'il arrive déjà au moins sur cette première partie-là. Ça va pour l'instant? Ensuite, les différents types de MEDEVAC. Vous avez des MEDEVAC intra-théâtre. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est à l'avant ou tactique dans les VAPSAN, véhicules de l'avant blindé sanitaire. HM, on voit un hélicoptère, c'est un hélicoptère de manœuvre. Le CASA Nurse, qui est le premier avion
que l'on peut prendre, c'est un Boeing C-135, et ce Boeing, il va pouvoir faire des posées sommaires, c'est-à-dire il va pouvoir faire des posées directement dans les déserts, dans des pistes qui n'en sont pas, clairement. Ou sinon, on a des transels qui correspondent à peu près au même type d'avion. Ensuite, on a les MEDEVAC stratégiques, qui sont individuelles ou collectives. Individuelles, c'est le Falcon. Le Falcon, c'est quoi? C'est le petit avion à usage gouvernemental qui généralement sert à transporter notre président. Et régulièrement, dans cette flotte gouvernementale, on utilise un avion pour aller chercher un blessé en particulier, un blessé de réanimation, s'il est seul. Quand c'est des urgences collectives, comme notamment avec l'attaque de Guam, où il a fallu aller chercher une dizaine de patients, on dépêche un avion qui s'appelle le Morphée, donc qui a un module d'élongation et de réanimation, pour pouvoir aller chercher tous ces patients. MEDEVAC intrathéâtre. Donc les MEDEVAC terrestres, dans la première image, notamment en haut à droite, vous pouvez voir que c'est vraiment exigu. La prise en charge du patient, elle est un peu compliquée parce que vous n'avez pas du matériel partout. On voit la bouteille d'oxygène au fond. Les collègues sont assis sur la banquette qui sont juste en face. Vous êtes au moins 4 sur la banquette et vous avez 2 blessés devant. Donc c'est très très compliqué avec le bruit, les mouvements du véhicule. C'est assez compliqué de faire l'évacuation sanitaire à l'intérieur. La MEDEVAC aérienne, les HM, donc ça c'est les hélicoptères de manœuvre. On peut prendre à peu près jusqu'à 6 patients couchés, ça dépend des hélicoptères. Généralement, on a des Caïmans ou ce qu'on appelle des NH90 qui permettent de mettre jusqu'à 6 patients couchés. Mais alors là, c'est vraiment exigu. Et pour ce faire, l'équipe médicale, c'est un médecin spécialisé en aéronautique et urgentiste et un infirmier. Et le temps de prise en charge de ce patient, c'est 2h10. C'est-à-dire que du point de contact, on va décoller en 20 minutes. On va nous dire, ben voilà, il y a un patient à aller chercher à tel point de contact. On décolle en 20 minutes, il faut que notre matériel soit prêt en 20 minutes. On décolle, on se file les consignes pendant le vol, on récupère le patient, et parfois il arrive que sur des zones de conflit, on nous dépose, on fait les premiers gestes sur le patient, l'hélicoptère décolle, et un quart d'heure après, il revient nous chercher. Parce qu'éventuellement, s'il y a des terroristes qui sont pas très loin, c'est assez compliqué de gérer la sécurité. Ensuite, vous avez le Casaneurs. Le Casaneurs, c'est déjà le premier avion qu'on voit là en bas à gauche. On peut prendre 8 à 11 patients. Il y a un médecin aéro et une convoyeuse de l'air, généralement, et une infirmière qui travaille généralement en base aérienne. Les MEDEVAC stratégiques individuels. L'objectif, c'est d'arriver en rôle 4, donc en France, dans les 24 heures suivant la blessure. Ça, c'est le deal. À partir du moment où on a pris un blessé en charge, l'objectif, c'est qu'en 24 heures, il faut qu'il soit à la maison. La classification au temps, selon les Standard Agreement, donc les STANAG 3204, il définit des priorités, des dépendances de patients, entre guillemets, et des classifications. La priorité, c'est quoi? C'est est-ce qu'il a besoin de voir un chirurgien dans les 6 à 12 heures? Est-ce qu'il a besoin de voir un chirurgien dans les 24 heures? Et sinon, tout le reste sont classés, entre guillemets, en routine. La dépendance, c'est que est-ce qu'il a une dépendance haute? Est-ce qu'il a besoin d'un ventilateur, enfin d'un respi? Est-ce qu'il a besoin d'un infirmier spécialisé? Est-ce qu'il a besoin d'un infirmier calibré en réanimation? La classification, c'est est-ce qu'il a besoin d'un accompagnement simple ou pas? Et les MEDEVAC par Falcon, donc c'est des Falcon 900 ou 2000, dans ces avions-là, que vous pouvez voir là, avec noté République française, on ne prend que des patients P1 et P2 en priorité. Les MEDEVAC stratégiques collectives, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est Morphée. Morphée pour module de réanimation pour haute élongation d'évacuation. Actuellement, c'est un Boeing C-135FR. Bientôt, on aura un Airbus, un A330, MRTT pour multi-rôle Tanker Transport, Phoenix. L'équipe médicale, c'est 11 personnes. Avec cet avion-là, on peut avoir 10 heures de vol sans escale. Donc ça veut dire que pour l'infirmier, derrière, c'est 10 heures de boulot concentré sans escale. Capacité maximale, prise en charge de 12 patients, avec 2 types de modules. Les modules, ce sont soit des modules de soins intensifs lourds, entre guillemets, ce que vous pourriez retrouver en termes de matériel dans une grosse réa, d'accord, polyvalente, et des light care modules, qui est plutôt l'équivalent du matériel que vous pourriez retrouver en USIC. Il y a 3 types de contraintes. On a les contraintes aéronautiques, les contraintes tactiques et les contraintes médicales. Dans l'hélicoptère de manœuvre, les contraintes sont lesquelles? Donc j'ai parlé tout à l'heure des 20 minutes de préparation. Le climat, donc c'est soit tropical, soit hivernal, soit vous êtes en haute montagne. Parfois, il faut refueler. Pendant que vous êtes en train de faire le soin au patient,
On vous dit, ben là, on a le temps de refueler ou pas? Ah non, là, ça va pas être possible. Il faut que je lui pose une deuxième voie. Est-ce qu'on peut attendre encore un peu ou pas? Et donc, du coup, il faut avoir une grande collaboration avec l'équipage. On vole portes ouvertes régulièrement. Donc, clairement, on a froid, on se les pèle. Vraiment. Pourquoi? Parce qu'on a des collègues qui sont des gunners, donc qui font notre sécurité et qui sont en vol en train vraiment de toucher un petit peu tout ce qui bouge, en tout cas tout ce qui pourrait nous être délétère. Quand c'est la nuit, le médecin et l'infirmier portent ce qu'on appelle des JVN, des jumelles de vision nocturne. On fonctionne dans un contexte hostile, les équipements sont lourds, il peut y avoir des effets hémodynamiques sur le patient, c'est exigu, on parle avec une ardoise, on ne bouge pas beaucoup au final, et l'ambiance est assez bruyante pour l'équipage. C'est-à-dire que pour le pilote qui a l'habitude, entre guillemets, d'être en France tranquillement, de faire son transport de patients sans avoir tous les bruits, il a le bruit des gunners, le bruit des infirmiers, enfin, il a le scope, il a la totale. Dans le Casaners, c'est 1 heure de préparation, il y a des contraintes climatiques parce que c'est un vol qui est tactique. Il y a des contraintes climatiques, pardon, il y a un vol, ce qu'on appelle un vol tactique. Un vol tactique, c'est quoi? C'est votre avion qui va décoller, et en à peu près 3 à 5 minutes, il va prendre une altitude de 4500 mètres, ce qui en termes, déjà pour une personne qui est tout à fait normale, souvent ça peut donner des envies, des vomissements ou des choses comme ça. C'est compliqué parce que ce sont des posées, des décollages d'assaut sur des pistes sommaires, il y a des effets hypodynamiques, et puis on commence déjà à avoir les contraintes d'hypoxie hypobarique liées à l'altitude. Le Falcon, 2 heures de préparation, donc comme je l'ai dit, c'est un avion à usage gouvernemental. L'altitude, on monte à 11 000 mètres. Pareil, hypobarie, problème avec les accélérations, les décollages et les décélérations. Un avion à usage commercial, vous prenez Air France, vous allez à l'île Maurice, votre avion il décolle doucement. En termes de gravitation, ça correspond à peu près à 0,3 G. Un Falcon, c'est 1,4 G, c'est 5 fois plus de sensations, entre guillemets. Sur le Morphée, 12 heures de préparation, généralement c'est entre 12 et 24 heures, et c'est à peu près 10 à 15 minutes de prise en charge par patient. Soit si vous avez 12 patients, c'est 2 heures de chargement, entre guillemets, et de déchargement. Spécificité des MEDEVAC et rôle infirmier. Anticipation, surveillance du patient. Pour les barotraumatismes, pour les pressions du ballonnet de la sonde d'intubation, pour le volume des gaz délivrés par le respirateur, parce qu'ils sont légèrement plus majorés, pour les compressions d'attelle pneumatique, parce que vous avez de l'air qui est sec, donc l'assèchement des fluides et les bouchons muqueux, donc ça veut dire qu'il faut aspirer davantage. Protection oculaire, plus importante, attention aux points de compression. De quoi parle-t-on? C'est plutôt ça que je voulais vous montrer. C'est des photos qui seront plus parlantes. On voit là sur les 2 premières images, on est dans le module Morphée. Donc vous voyez qu'il y a du monde, il y a quasiment 11 personnes, si je ne me trompe pas, à peu près. Et on travaille vraiment dans des petits endroits. Le patient en bas, vous ne savez pas comment il est conditionné. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas tout faire dans l'hélico. Donc parfois, vous pouvez le recevoir, entre guillemets, dans le 2e avion, en limite de stabilisation. Le but pour l'équipe médicale et paramédicale, c'est de savoir est-ce que le patient va tolérer ce vol ou pas. Et vraiment, le but, c'est d'essayer de stabiliser à chaque strate au maximum pour pouvoir garantir la survie du patient durant tous ces vols. Donc le Morphée, l'équipage, 11 personnels, 2 médecins anesthésistes réanimateurs, 3 IAD, 2 convoyeurs, 2 médecins aéros, 2 infirmiers et un spécialiste, principalement. Là, je vous remontre encore les modules. Donc bien évidemment, tout le matériel est estampillé bon pour l'aéronautique. Ici, c'est dans un hélico. Donc pareil, assez compliqué et assez sommaire en termes de matériel en fonction des hélicos que nous avons. Là, c'est un patient, je ne sais pas si on voit bien sur l'image à gauche, c'est un patient qui est porteur d'une DVE. Donc c'est pas parce qu'on est dans un avion ou dans un Morphée ou dans un CASA, peu importe, on a les mêmes contraintes au final qu'un patient de réanimation standard. Et il faut essayer de faire aussi bien. Quelle place pour la transfusion? Quand on est en antenne chirurgicale, tous les 28 jours à peu près, on a un stock de 25 culots qui est renouvelé. On a des pliots, on a à peu près 10 flacons de plasma cryo-desséché, et pour avoir des plaquettes, le seul moyen, c'est de faire des collectes de sang totales. Pour avoir la première poche, ça se passe à peu près en 1 heure. Voilà. Quand on sait qu'on a un patient qui a eu un point de contact et qu'on est déjà en train de transfuser,
le médecin anesthésiste déclenche déjà la collecte de sang totale. Parce que si je prends 4 kilos dans la banque du sang, parce qu'il n'y a pas de laborantin sur place, donc ce sont les infirmiers et les infirmiers anesthésistes qui sont responsables de la banque du sang, ça veut dire qu'automatiquement, il va falloir que je me renouvelle assez rapidement. En rôle 1, et notamment surtout dans les évacuations sanitaires, on part avec quoi? On a mis en place depuis à peu près 2 ans, avec les retours d'expérience, ce qu'on appelle la Golden Hour Box, avec au moins 2 culots globulaires, 2 pliots, et pour les plaquettes, si on a eu le temps d'anticiper, on fait partir des plaquettes avec une collecte de sang totale, mais c'est au final assez rare. Ou sinon dans le CASA, mais dans l'hélicoptère, c'est quasiment impossible. Les infirmiers doivent répondre aux normes de sécurité aéronautique, être adaptés au caractère opérationnel de l'évacuation et adaptés à la gravité du blessé. Ce qui implique qu'en termes de connaissances, il faut être calé en réanimation du traumatisé, du brûlé grave, de l'urgence, connaître les contraintes aéronautiques du patient, du matériel, du chargement, de l'autonomie en oxygène, l'alimentation électrique et de toute la connaissance tactique. Des compétences techniques, gestion des voies aériennes supérieures, hémorragie, drainage thoracique, transfusion, catécholamine, je vais y arriver, catécholamine, matériel embarqué, oxygénothérapie principalement, perfusion intra-osseuse. Les soft skills, ça correspond plus à vos compétences relationnelles, donc la façon dont vous allez interagir en équipe. Et enfin, vous avez la formation et le maintien des compétences qui est obligatoire. Enfin, il y a une matrice pédagogique qui est vraiment hyper importante. Le Graal, c'est la simulation. C'est pour ça qu'on essaye de l'inclure le plus possible dans la formation des infirmiers justement qui font des évacuations sanitaires, qui passent du temps en stage intra-hospitalier dans des services de réa, d'urgence principalement, et des stages militaires. Donc les messages à retenir sont les suivants. Infirmier et évacuation sanitaire, c'est quoi? C'est une triple compétence. Aéronautique, paramédicale en soins d'urgence et intensifs, et un travail d'équipe pluridisciplinaire. La transfusion à l'avant, on en a parlé. Il faut suivre les évolutions de miniaturisation du matériel et le concept de cross national, parce qu'actuellement, par exemple, on peut partir avec un équipage espagnol et avoir une équipe française de convoyage. Donc, ça commence à parler anglais dans la plupart de nos évacuations sanitaires. Formation et maintien des compétences, c'est indispensable, notamment avec la simulation et les retours d'expérience. Et le rôle de l'équipe médicale, c'est la globalité de la mission, et pas simplement le patient. Donc si on intervient dans un contexte hostile, il faut aussi prendre ça en charge. Donc c'est ce qu'on appelle le crew resource management. Infirmier, peu importe qu'on soit infirmier ou infirmier spécialisé, on est un maillon indispensable de la chaîne de santé, du service de santé des armées et des évacuations sanitaires, ou en tout cas médicales. Voilà. Merci de m'avoir écouté.